ont balayé les illusions. La boîte de Pandore imprudemment ouverte, l'ancienne noblesse a été engloutie. Les titres ont été supprimés, les droits féodaux abolis, les propriétés confisquées. C'est qu'un autre soulèvement a pris le relais. À la Fronde succède la jacquerie. Ces mouvements désordonnés de paysans voués jadis à l'écrasement embrassent à nouveau une grande partie de la France et prennent un caractère original. De la révolte anarchique, on est passé à la révolution. Une prise de conscience s'opère. Des objectifs précis apparaissent dans les cahiers de doléances. La fin du régime féodal et l'appropriation du sol. La révision des terriers, entreprise par une noblesse de plus en plus endettée, a joué un rôle de catalyseur. Les mots d'ordre politique sont en revanche inexistants. On s'insurge contre le seigneur, non contre le roi, malgré la lourdeur des impôts et le poids des corvées. Révolution vite apaisée. La nuit du 4 août, les décrets abolissant la féodalité, la vente des biens d'église, la hausse des prix dévaluant les fermages, la montée, plus lente il est vrai, du salaire des journaliers dans de nombreuses régions, ont transformé la paysannerie française, ou du moins une partie d'entre elles, en une masse conservatrice, attachée certes aux conquêtes révolutionnaires, mais qui fournira bientôt les bataillons chargés d'écraser les insurrections prolétariennes du XIXe siècle. Le roi aurait pu utiliser la paysannerie contre ses nobles révoltés. Il eût fallu sur le trône Louis XI ou Louis XIV. Louis XVI manquait d'autorité sans l'excuse du sceptique ou du jouisseur. D'autres profiteront du trouble des campagnes. Les bourgeois, ou du moins là encore, une fraction de la bourgeoisie. Les rentiers, les propriétaires de charges, le grand négoce portuaire et le commerce de luxe ont terriblement souffert. La banque se terre, limitant ses opérations. Les plus audacieux sont souvent les plus modestes, aux confins de la petite bourgeoisie. Comment ne pas évoquer le père Grandet et cet extrait du roman de Balzac? Dès que la République française mit en vente, dans l'arrondissement de Saumur, les biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de 40 ans, venait d'épouser la fille d'un riche marchand de planches. Grandet alla, muni de sa fortune liquide et de la dot, au district, où moyennant 200 doubles louis offerts par son beau-père aux farouches républicains qui surveillaient la vente des domaines nationaux, il eut, pour un morceau de pain, légalement, sinon légitimement, les plus beaux vignobles de l'arrondissement, une vieille abbaye et quelques métairies. Politiquement, il protégea les ci-devant et empêcha de tout son pouvoir la vente des biens des émigrés. Commercialement, il fournit aux armées républicaines 1 ou 2 milliers de pièces de vin blanc et se fit payer en superbes prairies dépendant d'une communauté de femmes que l'on avait réservée pour un dernier lot. Sous le consulat, le bonhomme Grandet devint maire, administra sagement, vendangea mieux encore. Sous l'Empire, il fut Monsieur Grandet. Les Grandets étaient nombreux en province, mais c'est à Paris que la spéculation sur les fournitures aux armées et la dépréciation des assignats avaient revêtu la plus grande ampleur. Les nobles s'effacent, le règne des notables commence. Une nouvelle bourgeoisie s'est créée, celle qui a su acheter les biens nationaux en période d'inflation ou accaparer les commandes de l'État, celle qui s'est glissée dans l'administration ou qui connaît le droit, celle enfin qui a pu, libérée du carcan des corporations et à l'abri du protectionnisme institué par le Directoire, développer ateliers et manufactures. Que voulait la bourgeoisie en 1789 ? Sieyès a exposé ses idées dans le célèbre pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Plus concis, Napoléon en a résumé les aspirations en un mot peut-être apocryphe. La vanité, la liberté, ajoutait-il, n'a été qu'un prétexte. La réaction féodale fermant ou menaçant de fermer les rangs de la noblesse à une bourgeoisie en pleine ascension dans une France en pleine expansion, a précipité les bourgeois dans l'opposition aux institutions sociales.
Les premiers révoltés ne seront d'ailleurs pas toujours ceux qui profiteront de la destruction. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.